Chunk 1. Avant que nous commencions à faire l'émission. Il a dit « Veux-tu venir faire l'émission? » J'ai dit « Bien sûr, j'ai appris plus sur Jack que je ne l'ai jamais fait quand il vivait à la maison. » Le 22 juillet, le monde du rock et du métal a été plongé dans le deuil alors qu'Ozzy Osbourne, la voix autrefois saluée comme le prince des ténèbres, a officiellement mis fin à son voyage chaotique mais glorieux. Sa mort n'a pas seulement emporté une légende, mais a également laissé un vide incommensurable dans le cœur de millions de fans. Avec sa voix rauque caractéristique, son regard sauvage et son style incomparable, Ozzy était plus qu'un musicien. Il était une icône culturelle, l'homme qui a transformé le heavy metal d'un son underground une tempête mondiale. Pourtant, parallèlement à son talent, Ozzy avait aussi une réputation empreinte de controverses, sauvage, excentrique, provocatrice et parfois si dangereusement imprévisible que même ses propres collaborateurs l'approchaient avec prudence. La carrière de tournée d'Ozzy a été une longue route pavée de sueur, de larmes et même de sang. Des années 1970 aux années 2000, il a parcouru le monde avec d'innombrables groupes, offrant des performances électrisantes, tout déclenchant de violents conflits. Dans le monde impitoyable du métal, où les égos pouvaient être plus tranchants que les riffs de guitare les plus féroces, les tournées avec Ozzy sont devenues une épreuve angoissante pour de nombreux groupes. Même de nombreux groupes ont refusé de tourner avec lui pour des raisons inimaginables. C'était peut-être la période la plus douloureuse pour Ozzy lorsqu'il a été rejeté. Ronnie James Dio contre Ozzy Osbourne. 1969, le monde du heavy metal a été ébranlé par un événement qui semblait presque impossible. Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres et l'âme même de Black Sabbath, s'est officiellement séparé du groupe. Ozzy était avec Sabbath depuis près d'une décennie, aidant à transformer le groupe, le fondement même du métal moderne. Mais alors que la drogue, l'alcool et l'effondrement mental l'entraînaient dans l'abîme, Black Sabbath n'avait d'autre choix que de dire adieu à son emblématique leader. Puis, dans un geste audacieux, ils ont invité Ronnie James Dio, l'ancien leader de Rainbow, à se joindre à eux. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de composition. C'était un choc culturel qui a divisé toute la communauté métal d'eux. Ronnie James Dio n'avait rien à voir avec Ozzy. Il était petit, mesurant à peine 1,63 m, mais sa voix était une force de la nature, puissante comme de l'acier fusion, s'élevant vers des notes aiguës perçantes avec une précision extrême. Si Ozzy a apporté l'obscurité, la crudité et une aura étrange, presque occulte, à Black Sabbath, Dio a infusé le groupe avec grandeur, flamboiement épique et un ton mythique. Cette différence était à la fois une opportunité de renouveau et une bombe à retardement pour les conflits futurs. Dès l'instant où Dio est monté sur scène avec Black Sabbath, la controverse a éclaté. Une partie des fans fidèles d'Ozzy considérait Dio comme rien de plus qu'un remplaçant, quelqu'un qui ne pourrait jamais être à la hauteur. Pour eux, Ozzy était Black Sabbath et quiconque d'autre, peu importe son talent, n'était qu'un intrus. D'un autre côté, une nouvelle vague de fans a salué Dio comme un sauveur, l'homme qui a ressuscité Sabbath de ses cendres. L'album Heaven and Hell de 1980 l'a prouvé. Chunk 2. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis seulement, et a été salué par la critique et, surtout, a ramené Sabbath sur les grandes scènes après une période de trouble. Mais derrière les projecteurs, une guerre silencieuse se préparait. Dio, avec sa fierté, n'a jamais attaqué ouvertement Ozzy. Il n'avait pas besoin. Sa simple présence dans Black Sabbath était déjà un défi. Les fans débattaient constamment Ozzy a créé Sabbath, mais Dio l'a sauvé, où personne ne pourra jamais remplacer Ozzy. Ces arguments sont devenus une division purulente, non seulement parmi les fans, mais aussi au sein du groupe lui-même. Le choc n'a pas explosé immédiatement. Do est continué à réussir avec Sabbath grâce à Mob Rules 1941, mais 1982, des conflits internes ont émergé, particuliers entre Dio et le guitariste Tony Iommi au sujet du contrôle artistique. Dio a quitté le groupe
et a entrepris une carrière solo légendaire avec des chefs-d'œuvre comme Holy Diver 1983, tandis qu'Azier, avec le soutien de Sharon Osbourne, a fait un retour féroce avec Blizzard of Oz 1980 et Diary of a Madman 1981. Ces chemins parallèles mais collisions ont maintenu le monde du métal captivé, bourdonnant d'excitation et de tension. Puis vint en 1992 le moment fatidique. Black Sabbath a invité Dio à revenir pour enregistrer The Humanizer, un album de réunion très apprécié. Mais lorsque le groupe a prévu de participer à quelques spectacles de la tournée d'adieu temporaire d'Asie, Dio a été scandalisé. Pour lui, faire la première partie d'Asie était tout simplement une insulte. Il a déclaré catégoriquement « Je ne fais la première partie de personne, surtout pas d'Azier ». Cette déclaration a traversé l'histoire du métal comme une lame coupant la scène, deux camps irréconciliables. Conséquence, Dio a quitté le groupe juste avant un spectacle majeur, laissant Sabbath dans le chaos. Sharon Osbourne, qui gérait toutes les affaires d'Asie, a rapidement saisi l'occasion. Quelques heures, elle a contacté Judas Priest, qui est intervenu pour faire la première partie d'Asie. L'événement a été décrit par la presse comme un tremblement de terre métallique. Dio s'est éloigné silence, mais Azier, furieux, a souri sur scène aux côtés de Judas Priest et Sharon a orchestré le tout comme un coup d'échec parfaitement calculé. À partir de ce moment, Dio et Azier ne se sont jamais vraiment réconciliés. Dans une interview de 2007, Dio a déclaré « Je ne déteste pas Azier. Je déteste juste tout ce qui l'entoure. » Cette remarque a touché le cœur du problème. Dio n'avait aucune rancune personnelle envers Azier lui-même, mais il méprisait Sharon Osbourne et l'environnement manipulateur qui l'entourait. Cette histoire n'était pas seulement un conflit personnel. Elle reflétait l'essence brute du monde du métal. Un champ de bataille où l'ego, l'honneur et le pouvoir artistique se heurtaient constamment. Dio a choisi l'honneur. Azier a choisi le chaos. Chunk, 3 et tous deux, à travers ces choix, ont gravé leur nom profondément dans l'histoire. Lorsque Dio est décédé d'un cancer de l'estomac le 16 mai 2010, des millions de fans de métal du monde entier ont pleuré. Mais il n'y a pas eu de poignée de main entre Dio et Azier. Pas de réunion emblématique. Tout ce qui restait, ce sont les souvenirs épiques et doux amers de deux légendes, rivaux et, même temps, inspiration involontaire l'un pour l'autre. Et c'est peut-être pourquoi l'histoire de Dio contre Azier vivra à jamais. Une belle mais douloureuse cicatrice dans l'histoire du heavy metal. Metallica et la peur d'être expulsé de la tournée. 1986, Metallica n'était encore qu'un nom de venir dans le monde du métal. Ils venaient de sortir Master of Puppets, l'album qui les a propulsés au rang des groupes les plus prometteurs. Lorsque l'occasion de rejoindre la tournée d'Ozzy Osbourne s'est présentée à eux, c'était tout simplement un billet d'or direct vers le sommet. James Hetfield a admis un jour dans une interview que faire la première partie d'Ozzy était comme un rite saint, un rite de passage. Si vous surviviez à cette tournée, cela signifiait que vous aviez ce qu'il fallait pour durer dans le métal. Mais Metallica s'est vite rendu compte que la tournée avec Ozzy n'était pas un rêve glamour. Réalité, c'était une épreuve brutale du feu. Sharon Osbourne, la manager et épouse d'Ozzy, a imposé une longue liste de règles strictes à tous les groupes impliqués. L'une de ces règles était une interdiction totale de l'alcool coulisse, ce qui était presque impossible dans la scène métal des années 80. Et au centre de tout cela se trouvait Azier lui-même, défiant toutes les règles, constamment ivre et agissant comme s'il était immunisé contre toute réglementation. Sharon a dit que pour Metallica, c'était un choc. Ils idolâtraient Ozzy, mais ils étaient maintenant confrontés à une dure vérité. Ce dont ils étaient témoins n'avait rien à voir avec l'image légendaire de rockstar qu'ils avaient imaginée. Kirk Hammett se souvient. « Une fois, nous avons vu Ozzy. Inconscient dans le vestiaire, le visage couvert de sang à cause d'une chute. Mais quelques minutes plus tard, il s'est réveillé, est monté sur scène et s'est produit comme si rien ne s'était passé. » C'est à ce moment-là que Metallica a compris que faire une tournée avec Ozzy signifiait vivre dans un état de chaos incontrôlable.
Cependant, le véritable défi est venu de Sharon Osbourne. Elle ne s'est pas contentée de gérer la tournée, elle a surveillé chaque mouvement de Metallica. Une fois, après que le groupe a organisé une fête secrète avec l'équipe, Sharon est devenue si furieuse qu'elle a menacé d'expulser Metallica de la tournée immédiatement. James Hetfield se souvient que nous avons été appelés dans son bureau. Sharon nous a pointé du doigt et a dit « Si vous voulez jouer les rebelles, je vous renvoie chez vous demain. » C'était un avertissement froid, mais c'était suffisant pour faire comprendre à Metallica qu'il marchait sur une ligne extrêmement fine. Les choses sont devenues encore plus intenses après la mort tragique de Cliff Burton, le bassiste de Metallica, décédé dans un accident de bus au milieu de la tournée. La perte a dévasté le groupe et a encore compliqué leur relation avec le camp d'Asie. Sharon craignait que la tragédie ne fasse dérailler tout le calendrier. Et à un moment donné, elle a même envisagé de remplacer Metallica par un autre groupe, Chunk 4. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Metallica a enduré, terminant la tournée dans le deuil et une pression inimaginable. Ironiquement, alors que Sharon les poussait constamment à bout, Ozzy lui-même semblait presque indifférent. James Hetfield se souvient. Ozzy ne nous a jamais jugés. Il a juste ri et a dit « Survivez à cette tournée et vous comprendrez ». Et il avait raison. Metallica a compris que ce n'était pas qu'une tournée. C'était un test impitoyable du monde du métal, où la discipline, la résilience et l'adaptabilité comptaient autant que le talent musical brut. À un moment donné, Lars Ulrich a failli faire expulser Metallica de la tournée après avoir fait entrer de la bière contrebande dans une zone réglementée. Sharon a perdu la tête et a exigé qu'Azzy prenne une décision. Mais au lieu de prendre le parti de sa femme, Ozzy a simplement secoué la tête et a dit « Ces jeunes ont besoin de jouer de la musique, pas d'avoir plus d'ennuis. » Cette décision a sauvé Metallica du désastre. Et à ce moment-là, le groupe a réalisé quelque chose. Malgré sa réputation sauvage et imprévisible, Ozzy avait son propre code. La musique passait toujours premier. Avec le recul, la tournée de 1986 avec Ozzy est devenue un moment déterminant dans le parcours de Metallica. Ils n'ont pas seulement appris à gérer Sharon, la femme à la volonté de fer qui écraserait quiconque sur son passage. Ils ont également découvert la valeur de la patience, de la discipline et d'un esprit inébranlable. James Hetfield a admis plus tard « Sans la tournée avec Ozzy Metallica, nous n'aurions peut-être pas été assez résistants pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. » Mais même temps, le souvenir de cette tournée reste gravé dans l'esprit de Metallica comme une cicatrice. Ils n'ont jamais ouvertement critiqué Ozzy ou Sharon, mais ce qu'ils ont vécu témoigne d'une vérité indéniable. Faire une tournée avec Ozzy n'est jamais facile. C'est comme être jeté dans une tempête. Soit vous sortez plus fort, soit vous êtes déchiré. 3. Iron Maiden et l'incident d'Ozzfest 2005. De 2005. Si les conflits précédents d'Ozzy Osbourne avec Ronnie James Dio et Metallica se sont pour la plupart déroulés à huis clos ou sont restés de simples rumeurs de coulisses, l'incident d'Ozzfest 2005 était une toute autre histoire. C'était une explosion publique d'une bataille à part entière, remplie d'insultes, de représailles et de drames. Ici, nous n'avons pas seulement vu un Ozzy Osbourne vieillissant s'accrocher désespérément à son trône de métal, mais aussi Sharon Osbourne, la femme puissante derrière lui, prête à transformer la scène du heavy metal un champ de bataille, et leur adversaire, nul autre qu'Iron Maiden, l'un des groupes les plus vénérés de tous les temps. Pour comprendre pourquoi cet incident a dégénéré si violemment, nous devons revenir à la naissance d'Ozzfest. Sharon a fondé le festival 1996 lorsque de nombreux grands promoteurs de musique ont refusé de programmer Ozzy, affirmant qu'il avait dépassé son apogée. Avec sa détermination caractéristique, Sharon a décidé de tracer sa propre voie. Ozzfest est rapidement devenu l'un des plus grands festivals de heavy metal au monde, rassemblant tout le monde, des groupes légendaires aux étoiles montantes, le tout sous l'empire de la famille Osbourne. 2005, Iron Maiden a été invité à co-diriger la tournée. Sur le papier, c'était un accord parfait. Ozzy,
l'icône incontestée du métal, et Iron Maiden, la fierté de la NWBM, nouvelle vague de heavy metal britannique. Chunk 5. Mais réalité, c'était une recette pour le désastre. Bruce Dickinson. Le leader d'Iron Maiden était connu pour son franc-parler et son refus de reculer. Pendant ce temps, Sharon Osbourne était le genre de personne qui ne pardonnait jamais à quiconque critiquait publiquement son mari. Inévitablement, ces deux énormes égos étaient voués à s'affronter. Tout au long de la tournée, Bruce Dickinson s'est moqué à plusieurs reprises d'Azzy public. Il a ridiculisé Azzy pour avoir utilisé un téléprompteur, un écran placé au pied de la scène pour afficher les paroles lors des performances directes. Pour Bruce, c'était une insulte au public. Si vous ne pouvez même pas vous souvenir des paroles de vos propres chansons, vous ne devriez pas être sur scène. Cette remarque a non seulement blessé Azzy, mais a également frappé directement la fierté de Sharon, car elle essayait désespérément de maintenir l'image de son mari aux yeux du public. Bruce ne s'est pas arrêté là. Il a également critiqué Ozzfest pour être trop commercialisé. Il a laissé entendre que Iron Maiden n'avait pas besoin de courir après le prestige avec des gadgets, des téléprompteurs ou une machine de relations publiques élaborée pour gagner les fans. Ces mots étaient comme du sel dans les blessures de Sharon, sapant ce qu'elle considérait comme une preuve de son génie managérial, Ozzfest lui-même. Le point de rupture est survenu lors de la dernière performance d'Ozzfest d'Iron Maiden à Devore, Californie. Plus de 40 000 fans se sont rassemblés, s'attendant à un spectacle épique. Mais au lieu de cela, ils ont été témoins de quelque chose d'inédit. Dès qu'Iron Maiden est monté sur scène, des œufs ont commencé à voler de la foule. Au début, beaucoup ont pensé que ce n'étaient que quelques fans turbulents qui plaisantaient, mais ensuite, le barrage est devenu trop organisé pour être aléatoire. Des témoins oculaires ont affirmé qu'un groupe de personnes, prétendument des employés d'Ozzfest, avait distribué des œufs aux fans des premiers rangs spécifiquement pour bombarder Iron Maiden. Bruce Dickinson a continué à chanter même lorsque des œufs se sont écrasés devant lui. Mais le sabotage ne s'est pas arrêté là. Son microphone a été coupé à plusieurs reprises pleine performance. Le son s'arrêtait soudainement. Les guitares et la batterie mouraient mystérieusement pendant quelques secondes, puis revenaient. C'était beaucoup trop précis et coordonné pour être un simple problème technique. C'était clairement intentionnel. Pourtant, Iron Maiden a refusé de reculer. Avec un pur défi, Bruce a crié dans le micro au moment où il est revenu. « Nous sommes Iron Maiden et nous n'allons nulle part. » La foule a rugi d'approbation, scandant « Maiden, Maiden » assez fort pour couvrir les huées du camp adverse. Chunk 6. Malgré le sabotage incessant, Iron Maiden a joué tout son set, gagnant le respect des fans de métal du monde entier. Puis, dès qu'Iron Maiden a quitté la scène, Sharon Osbourne est apparue. Devant des dizaines de milliers de fans, elle a pris le micro et a crié « Bruce Dickinson est un explétive ingrat. Il est venu ici, à jouer au festival de ma famille, mais il a manqué de respect à Azzy, a manqué de respect à Ozzfest. » Une partie du public a applaudi, tandis qu'une autre partie a hué bruyamment. La division dans le stade était indéniable. Iron Maiden s'est immédiatement retiré de la tournée et a juré de ne jamais retourner à Ozzfest. Bruce a refusé de commenter publiquement, mais un membre du groupe a révélé plus tard « Nous avons vu des sales coups dans cette industrie, mais rien d'aussi bas. » Pendant ce temps passé, Sharon n'a exprimé aucun regret. Au contraire, dans une interview ultérieure, elle a fièrement déclaré « Si quelqu'un ose manquer de respect à ma famille, je ferai sorte qu'il subisse les conséquences. » Et Azzy, il semblait presque détaché de tout cela. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'incident, il a simplement esquissé un sourire las et a dit « Je veux juste jouer. » Sharon s'occupe de tout le reste. C'était une remarque douce amère, qui révélait une dure vérité. À ce moment-là, Azzy n'était plus le guerrier rebelle sauvage des années 70 et 80. Il était maintenant une figure légendaire, protégée par la structure de pouvoir que Sharon avait construite autour de lui,
Et des batailles comme Ozzfest 2005, bien que mené son nom, étaient hors de son contrôle. Ozzfest 2005 est depuis lors considéré comme l'une des plus grandes querelles de l'histoire du heavy metal. Il a non seulement mis évidence la nature impitoyable de Sharon, mais a également mis évidence un conflit fondamental au sein du monde du métal. D'un côté, il y avait l'esprit artistique pur d'Iron Maiden et de l'autre, la machine commerciale axée sur le pouvoir de la famille Osborne. Et dans l'œil du cyclone se trouvait Ozzy, un homme qui a autrefois entraîné toute une génération dans la folie. Maintenant réduit à un symbole silencieux au centre du chaos que son propre nom avait invoqué. 4 Carmine Appice. De la collaboration au litige, si les conflits avec Ronnie James, Dio, Metallica Van Halen ou Iron Maiden étaient tous des spectacles publics qui alimentaient de violents affrontements dans la presse et sur scène. Alors, l'histoire de Carmine Appice avec Ozzy Osbourne et surtout Sharon Osbourne révèle un autre type de champ de bataille, calme, tendu, mais non moins impitoyable. Ce n'était pas seulement un différend personnel, mais aussi un avertissement à tout musicien qui pourrait envisager d'entrer dans l'orbite des Osbourne. Carmine Appice, le batteur américain légendaire, est depuis longtemps considéré comme l'un des batteurs les plus influents du 20e siècle. Avant de rejoindre le groupe d'Ozzy 1983, Carmine était déjà célèbre pour son style de batterie puissant et sa carrière illustre aux côtés de grands noms, tels que Vanilla Fudge, Cactus, Jeff Beck et Rod Stewart. Lorsqu'Ozzy a quitté Black Sabbath et a lancé sa carrière solo, il avait besoin de musiciens talentueux pour consolider son identité. Et Carmine semblait être le candidat idéal. Au début, leur collaboration ressemblait à un match de rêve. Carmine a non seulement aidé à renforcer le groupe d'Ozzy, mais a également apporté un nouveau charisme au spectacle. Les cliniques de batterie que Carmine animait parallèlement aux tournées d'Ozzy étaient remplies de fans, ce qui a encore renforcé sa réputation. J'avais l'habitude de penser que c'était l'une des meilleures périodes de ma carrière, se souvient Carmine. Travailler avec Ozzy était amusant. Chunk 7. Il avait cette sorte d'innocence qui était si différente des autres rockers que j'avais rencontrés. Mais les choses ont commencé à changer lorsque Sharon Osbourne, la femme et manager d'Ozzy, a commencé à intervenir de plus dans les opérations du groupe. Sharon était connue comme une femme pointue et intransigeante. Pour beaucoup, elle était le mur de fer protégeant la carrière d'Ozzy. Mais pour ceux qui travaillaient directement avec elle, cette image ressemblait parfois plus à un cauchemar. Le conflit a commencé avec ce qui semblait être de petits détails. Sharon croyait que les cliniques de batterie de Carmine attiraient trop l'attention, éclipsant involontairement le nom d'Ozzy. Elle a même dit carrément à Carmine « Ce n'est pas ta tournée, c'est le nom d'Ozzy qui vend les billets ». Au début, Carmine a essayé de faire des compromis réduisant le nombre de cliniques de batterie, mais cela n'a toujours pas satisfait Sharon. À partir de là, les mesures tertiaires de contrôle se sont intensifiées. Sharon a réduit le budget des tenues de scène de Carmine, a interdit la vente de marchandises à son image lors des spectacles et s'est même immiscée dans les instruments qu'il utilisait. Une fois, je suis monté sur scène et j'ai constaté que ma batterie avait été déplacée et ajustée selon les ordres de Sharon sans que personne ne me le demande, se souvient Carmine. Ce n'était pas seulement irrespectueux, cela a saboté mon travail. La tension a atteint son paroxysme lorsque Sharon a convoqué une réunion privée avec Carmine, exigeant qu'il se consacre entièrement à l'image d'Ozzy et qu'il cesse toutes les activités extérieures. Lorsque Carmine a refusé, Sharon a lancé un avertissement catégorique. « Si tu ne joues pas selon mes règles, tu es dehors. » Et peu de temps après, c'est devenu une réalité. Carmine a été renvoyé du groupe d'Ozzy sous prétexte d'incompatibilité artistique. Mais Carmine n'était pas du genre à accepter la défaite silence. Il a immédiatement intenté une action justice contre Sharon Osbourne, l'accusant de rupture de contrat et d'atteinte à sa réputation.
L'affaire a rapidement attiré l'attention de l'industrie musicale, non pas à cause de la compensation, qui était minime, mais parce qu'elle a révélé l'emprise de fer de Sharon Osbourne sur tout ce qui entourait Ozzy. Bien que Carmine n'ait pas remporté de victoire juridique majeure, il a obtenu le soutien de nombreux autres musiciens. Quiconque a travaillé avec Sharon sait qu'elle n'est pas facile à gérer, a révélé un ancien membre de l'équipe d'Ozzy. Mais Carmine a été l'un des rares à lui tenir tête. Il est intéressant de noter que, malgré le conflit amer, Carmine n'a jamais gardé rancune contre Ozzy. « Je n'ai jamais eu de problème avec Ozzy », a déclaré Carmine dans une interview 2006. « Il est comme un enfant perdu dans une tempête. Bon, aimable, mais totalement dépendant de Sharon pour gérer sa carrière. » Je savais que ça ne venait pas de lui. L'histoire de Carmine et de la famille Osbourne est devenue une dure leçon pour de nombreux autres artistes. Elle a prouvé que dans le monde d'Ozzy, Sharon était celle qui détenait réellement le pouvoir. Si Ronnie James, Dio Metallica ou Iron Maiden s'étaient affrontés directement avec Ozzy et sa famille sur scène, le cas de Carmine APC a illustré les batailles silencieuses menées coulisses où le pouvoir ne venait pas toujours de la musique, mais de la main de fer du manager. Elle a également révélé autre chose. L'image d'Ozzy Osbourne aux yeux de nombreux musiciens était à la fois pitoyable et intimidante. Chunk, 8, pitoyable parce qu'il semblait piégé dans l'emprise de fer que Sharon avait construite autour de lui. Intimidant parce que quiconque osait entrer dans cette sphère d'influence risquait de devenir la prochaine victime. 5. Van Halen. Quand Ozzy s'est éclipsé lui-même, 1978 a été l'une des étapes les plus turbulentes de la carrière d'Ozzy Osbourne et de Black Sabbath. Après près d'une décennie de domination du monde du heavy metal avec des chefs-d'œuvre tels que Paranoid, 1970, Master of Reality, 1961 et Sabbath Bloody. Sabbath. 1973, Black Sabbath a commencé à stagner. Leur album Never Say Die, sorti septembre 1978, a reçu des critiques mitigées et s'est vendu plus lentement que prévu. Alors que Tony Iommi Geyser Butler et Bill Ward essayaient de faire avancer le groupe, Ozzy Osbourne s'enfonçait de plus dans l'alcool et la drogue. Dans cette situation, le groupe a décidé de lancer une tournée majeure pour promouvoir Never Say Die et tenter de reconquérir son statut. C'est alors que Van Halen, un groupe pleine ascension de Pasadena, Californie, a été choisi comme première partie. Personne n'aurait pu prédire que cette décision deviendrait un tournant non seulement pour Van Halen, mais aussi pour Ozzy Osbourne et Black Sabbath. À cette époque, Van Halen venait de sortir son premier album éponyme et il a explosé sur la scène musicale. Des chansons comme Running with the Devil et Ain't Talking About Love ont rendu les jeunes publics fous. Plus particulièrement, le solo d'éruption d'Eddie Van Halen était considéré comme une révolution dans la technique de la guitare, laissant même les guitaristes chevronnés admiration. Van Halen n'a pas seulement apporté de la musique fraîche. Ils ont apporté une énergie sauvage, jeune et magnétique que le public n'avait pas vue depuis les débuts de Black Sabbath eux-mêmes. Dès les premiers spectacles, la différence était claire. La présence explosive de Van Halen sur scène a fait se lever la foule. David Lee Roth, le chanteur du groupe, sautait et interagissait constamment avec le public, comme s'il était le propriétaire de la scène. Pendant ce temps, Eddie Van Halen hypnotisait tout le monde avec des solos de guitare si irréels que les fans les décrivaient comme venant d'un autre monde. Ozzy Osbourne, d'un autre côté, était à son point le plus bas. La drogue, l'alcool et l'épuisement l'ont souvent fait arriver retard, sauter des répétitions ou se présenter dans un état incohérent. Les membres de l'équipe de tournée se souviennent de nuits où Ozzy devait être enfermé dans sa chambre d'hôtel et il fallait près d'1 heure au personnel pour le traîner sur scène. Tony Iommi a même admis plus tard « Nous devions faire tout ce que nous pouvions pour faire monter Ozzy sur scène. Une fois, nous avons dû lui enfoncer de la glace dans sa chemise, juste pour le réveiller. Et puis, l'inévitable s'est produit. »
Les fans qui adoraient autrefois Black Sabbath comme des dieux du métal ont commencé à chanter le nom de Van Halen avant même que Sabbath ne commence à jouer. À l'époque, les journaux n'hésitaient pas à titrer des articles comme Van Halen vole. La vedette à Black Sabbath, Los Angeles Times, 1978. Le point de rupture est survenu à Nashville, l'une des nuits les plus sombres de la tournée. Cette nuit-là, Ozzy était tellement ivre qu'il était incapable de jouer. Les organisateurs ont été contraints d'annuler le spectacle juste avant qu'il ne commence. Chunk 9. Des milliers de fans furieux ont lancé des bouteilles et des chaises sur la scène, déclenchant une petite émeute qui a nécessité l'intervention de la police. Pour de nombreux fans, c'était la preuve que l'âge d'or de Black Sabbath était révolu. Les tensions internes au sein du groupe ont éclaté. Tony Iommi, la force motrice du groupe, s'est plaint à plusieurs reprises du manque de discipline d'Ozzy. Le batteur Bill Ward a déploré qu'il ne reconnaisse plus son vieil ami. La tournée est finalement devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, obligeant Black Sabbath à prendre la douloureuse décision de renvoyer Ozzy Osbourne après sa fin. Pendant ce temps, Van Halen a grimpé flèche. La tournée avec Black Sabbath les a transformés d'un groupe devenir un phénomène mondial. Eddie Van Halen a été salué comme l'un des plus grands guitaristes de l'histoire, tandis que David Lee Roth est devenu un symbole de la liberté imprudente et indomptée que la jeunesse de l'époque désirait ardemment. Ironiquement, cette amère défaite a sauvé Ozzy. Être détrôné par Van Halen et chassé de Black Sabbath l'a forcé à changer afin de survivre. De cette humiliation, il s'est relevé, lançant sa carrière solo avec Blizzard of Oz 1980, inaugurant une nouvelle ère avec Crazy Train, Mr. Crowley et d'innombrables autres titres intemporels. La tournée de 1978 était à la fois une agonie et une destinée. C'était un rappel brutal de la dure réalité du rock. Personne ne peut rester au sommet éternellement. Même Ozzy Osbourne, le soi-disant prince des ténèbres, a dû toucher le fond avant de retrouver son chemin. Et dans ce moment le plus sombre, une légende est née. Pendant plus d'un demi-siècle, Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, a non seulement été une icône immortelle du heavy metal, mais aussi l'épicentre des conflits, des rivalités et des blessures non cicatrisées dans le monde du rock. Les histoires de Ronnie James, Dio, Metallica, Van Halen, Iron Maiden ou Carmine Ace ne sont pas des incidents isolés. Elles s'entrelacent pour former une image plus large du monde impitoyable dans lequel Ozzy a vécu. Un monde où l'artistique, l'ego, la pression commerciale et le contrôle impitoyable se sont heurtés jusqu'à exploser. Si vous ne voyez Ozzy que sur scène avec sa voix rauque, ses yeux lasses, mais son charisme indéniable, vous ne verrez qu'un survivant légendaire de l'ère la plus sauvage du rock. Mais derrière le rideau se cache le terrible coup de la gloire. Au-delà des foules rugissantes et des tournées à guichets fermés, il y a des nuits blanches, des relations brisées et des batailles sans fin. Ronnie James, Dio, a dit un jour « Travailler avec Ozzy, c'est comme combattre une tempête. Soit vous y résistez, soit vous êtes emporté. » Metallica a failli perdre son occasion d'or à cause des règles strictes de Sharon. Van Halen a été témoin de la chute d'Ozzy de première main. Iron Maiden s'est affronté publiquement avec la famille Osbourne lors d'Ozfest 2005. Et Carmine Ace, le batteur légendaire, a fini au tribunal incapable de tolérer le contrôle invisible mais suffocant de Sharon. Ces histoires ne concernent pas seulement Ozzy. Elles exposent la vraie nature de la scène heavy metal des années 1970 aux années 2000. Chunk 10. Un champ de bataille impitoyable où le talent, le pouvoir et l'ego se heurtent constamment. Pourtant, ces conflits mêmes ont forgé des légendes. Sans eux, nous n'aurions peut-être jamais vu Metallica évoluer pour devenir les rois incontestés du thrash metal ou Iron Maiden maintenir leur position de guerriers indépendants et défiants qui ne se sont inclinés devant personne. Et Ozzy, malgré tout, est toujours là. Il reste la figure centrale, vénérée et crainte, une icône monumentale et un rappel vivant du prix de la grandeur.
Le 22 juillet, lorsqu'Azzy est décédé, le monde du rock n'a pas seulement perdu une voix. Il a perdu son phare du chaos, l'endroit où convergent toutes les histoires les plus folles du métal. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière lui se cache un océan d'histoires inédites, de rivalités secrètes, d'artistes qui se sont affrontés avec Sharon Osbourne et de sombres vérités que seuls les initiés osent murmurer. Si vous voulez continuer à explorer ces histoires sombres mais fascinantes, ces procès, ces querelles légendaires et ces moments stupéfiants qui ont ébranlé le monde du métal entier, cliquez sur la prochaine vidéo. Parce que dans le monde d'Ozzy Osbourne, il ne s'agissait jamais que de musique. C'était un champ de bataille. Et personne n'est reparti sans cicatrice.